Merci. Donc, on va commencer avec Marc Lischitz, donc avec qui vous avez commencé à faire connaissance, puisque c'est lui qui a répondu à 2 questions là, sur les cas qui ont été soulevés. Donc, Marc Lischitz, qui est magistrat. Et donc, bien, sa parole va nous être précieuse, puisqu'on a rarement l'occasion de pouvoir entendre un magistrat sur des cas qui nous intéressent en tant que professionnel des établissements et services médico-sociaux. Et donc, il va pouvoir nous apporter toute sa connaissance sur le sujet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez passer beaucoup de cas, de cas qui... Alors, ça peut être bien ou pas bien, parce qu'en fait... Justement... Alors... Donc, allez-y. Pour répondre à votre question, non. Nous ne voyons pas passer énormément de cas de signalement. Nous avons des signalements, donc des CRIP, qui remontent de la CRIP locale vers les parquets des mineurs, mais nous n'avons quasiment aucune remontée en direct de la part des structures médico-sociales. C'est extrêmement rare. Et ça arrive dans des cas gravissimes, et souvent par des lanceurs d'alerte, du personnel, des familles. Par exemple, des établissements de retraite où les conditions de vie des résidents sont totalement indignes, avec des verrous aux portes à l'extérieur, je vous en passe, et des meilleurs. Mais ce sont des cas rares. Donc, pas mal de signalements CRIP, mais très peu de signalements émanant soit des établissements médico-sociaux, soit directement de l'ARS, et plus généralement, très peu d'articles 40. L'article 40 du Code de procédure pénale, qu'est-ce que c'est? À partir du moment où un agent public ou une personne chargée de mission de service public a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de la commission de crime ou de délit, eh bien, il est tenu d'en aviser l'autorité judiciaire. Eh bien, je dois dire que dans les parquets, on reçoit quasiment aucun article 40 de fait qu'il se passe dans les établissements médico-sociaux. C'est ainsi. Alors malheureusement, l'article 40, la méconnaissance de l'article 40 n'est pas sanctionnée pénalement. Bizarrement, c'est peut-être un défaut de notre système. Néanmoins, il me semble, mais j'ai connaissance de peu de cas de jurisprudence, que c'est sanctionnable d'une façon administrative. Mais voilà. Alors, est-ce que cette situation veut dire que tout va bien et que finalement il n'y a pas de faits graves, d'événements indésirables graves ou de faits de maltraitance qui sont commis au sein des structures médico-sociales? Certainement pas. Certainement pas. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est géré en interne, et on a eu un cas, le cas numéro 3, effectivement, où on voit qu'une situation est parfaitement gérée en interne, soit que, effectivement, on est dans une partie très immergée de l'iceberg et qu'il y a un grand nombre de cas difficiles, de cas graves, qui mériteraient un signalement à l'autorité judiciaire et qui ne parvient pas à l'autorité judiciaire, sinon accidentellement, du fait de récriminations, de signalements qui émanent directement des familles. Donc voilà, en préambule, je voulais vous dire ça et je vous remercie de m'avoir tendu la perche. Et sinon, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les parquets ne sont pas là pour réprimer tout ce qui dépasse. On voit bien qu'un garçonnet de 12 ans qui profère des menaces de mort alors qu'il est en décompensation et qui souffre de problèmes psychiatriques, finalement, en opportunité, il n'y a pas de signalement. Donc le parquet n'est pas fait pour réprimer aveuglément tous les délits qui sont commis. Mais en revanche, il faut prendre garde à la sociologie des organisations. Quand vous avez des dysfonctionnements dans une organisation ou des accommodements avec la loi, avec le règlement, qui peuvent porter préjudice aux hébergés, aux résidents, eh bien, il y a deux façons de réagir par rapport à ça. Soit on ferme les yeux,
et on s'accommode collectivement de ces dysfonctionnements, et puis ça peut perdurer. Et puis un jour, bah, c'est grave. C'est grave, sauf qu'il s'est passé de longs mois, voire des années, avant que ce soit dénoncé. Soit vous êtes un peu plus psychorigide, et finalement, on décide que non, il n'y aura pas d'arrangement avec la loi, il n'y aura pas d'arrangement avec le règlement, il n'y aura pas d'accommodance avec des comportements anormaux qui confinent à la maltraitance. Et à ce moment-là, moi j'estime qu'on rentre dans une organisation qui est vertueuse. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans une vie d'avant, j'ai travaillé dans l'aviation. Et dans l'aviation, vous avez deux types de commandants de bord. Vous avez les commandants de bord qui sont soucieux de la bonne gestion et des réussites de leur entreprise, qui ne veulent pas de retard, qui ne veulent pas de passagers mécontents, et donc qui acceptent des accommodements avec la sécurité, et qui décollent quelquefois alors même qu'ils ne devraient pas décoller. Sauf que ça, un jour, ça aboutit à un crash. Et puis vous avez des vilains petits canards qui disent bah, « moi je suis la procédure ». Là, j'ai une procédure qui me dit que dans le cas de la panne de tel instrument et tel instrument, je ne peux pas décoller. Et alors, ils ne décollent pas, ils mettent les passagers en retard pendant 5 heures, ils créent des dépenses pour la société, une mauvaise image de marque, des passagers mécontents, mais en réalité, ce sont eux qui ont raison. Donc, je ne vous demande pas d'être les vilains petits canards, mais réfléchissez à cet exemple. Je crois qu'il faut être assez rigoureux dans le respect des textes, et de signaler quand il y a lieu de signaler. Alors, on me demande... Alors, on me demande de préciser les obligations et responsabilités de chacun selon sa fonction. Alors, ça, c'est intéressant parce que... finalement, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Vous avez connaissance d'un dysfonctionnement, vous avez connaissance d'une situation de maltraitance, eh bien, vous faites remonter par votre hiérarchie. Et puis, à un moment donné, vous avez un chef de service, qu'est-ce qu'il fait? Il va être obligé de signaler à l'ARS. Mais vous pouvez, vous aussi, et en particulier si vous êtes agent public, faire un signalement article 40. Alors, bien entendu, la logique des choses, c'est d'en référer à votre supérieur hiérarchique. Sauf que, effectivement, ça peut être la personne qui méconnaît la loi et le règlement, ça peut être la personne qui commet des actes délictueux, et donc c'est délicat de signaler à celui qui commet les faits, qui est peut-être votre N+1, de lui dénoncer les faits. Mais vous pouvez aller au N+2, et puis vous pouvez vous-même signaler les faits. Alors, je signale que vous êtes quand même protégé si vous voulez faire ça, puisqu'il y a non seulement l'article 40 du Code de procédure pénale qui vous permet de le faire, et vous avez aussi d'autres dispositions, notamment le décret du 21 décembre 2016, qui vous couvre finalement et qui dit qu'on ne peut pas vous sanctionner lorsque vous dénoncez un dysfonctionnement, un événement indésirable grave. Donc vous êtes couvert et vous avez en plus, pour les structures de plus de 50 personnes, le statut du lanceur d'alerte qui a été adopté suite à la loi de 2018. Ça veut dire que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre à dénoncer ces dysfonctionnements. Juste une petite chose, quand vous dites l'article 40 en parlant d'agents du public, l'article 40 il concerne tout le monde, privé ou public ou uniquement public? Les agents publics qui ont connaissance de commission de crime ou délit dans l'exercice de leurs fonctions. Donc parmi les personnels, vous avez des agents publics, certains doivent être agents publics et d'autres peut-être personnes chargées de missions de service public. Mais sinon, vous êtes protégés par cet article du décret du 21 décembre 2016 qui indique... alors c'est l'article L 313-24 du Code d'action sociale et des familles qui vous dit « Le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. Donc c'est très clair. Vous êtes couvert. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Alors effectivement, il y a ce qui s'appelle après l'effet de dénonciation calomnieuse. Mais attention, la dénonciation calomnieuse, il faut que ça ait entraîné des poursuites, des conséquences pénales ou disciplinaires pour celui qui vous attaque. Donc on n'est pas tout de suite sur la dénonciation calomnieuse. Et puis il faut un élément intentionnel. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez eu l'intention de nuire à la personne pour dénoncer des faits. Donc vous voyez, soyez tranquille avec ça. Donc le signalement, bien entendu, se fait à l'agence régionale de santé, qui logiquement, l'agence régionale de santé est un acteur public. Donc il devrait faire un article 40 lorsqu'il y a des infractions pénales qui sont commises à l'autorité judiciaire. Sauf que malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Mais ça ne vous dispense pas à vous, indépendamment, là je m'adresse aux responsables de service, aux directeurs, de faire un signalement au parquet. Quand vous avez connaissance de la commission de crime ou de délit, vous n'êtes pas exonéré de vos responsabilités en faisant simplement un signalement à l'agence régionale de santé. Il vous faut faire un signalement au procureur local. Alors au cas d'espèce, sur le cas numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, les gendarmes ont été avertis. Bon, moi je considère qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Le fait que les gendarmes aient été avertis, c'est très bien, puisque que font les gendarmes ou les policiers? Eh bien, immédiatement, ils appellent le parquet pour savoir la conduite à tenir et quelle direction d'enquête on prend. Voilà. Donc les responsabilités, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable collectivement. L'information, le signalement doit remonter avec des sources écrites et traçables, bien entendu, et ça doit aboutir, en cas de commission de crime ou délit, chez le procureur de la République. Donc là, on a aussi des outils de traçabilité réglementaires qui existent lorsque vous signalez les faits à l'agence régionale de santé ou à l'organisme taxateur. Alors, vos partenaires principaux, vous l'avez bien compris, ce sont les cellules de renseignement des informations préoccupantes et ce sont les parquets. Et vous ne serez jamais mal accueilli lorsque vous faites un signalement à un parquet. Tout au plus, il y aura du retard pour vous répondre, pour vous donner des informations en retour. Mais ça, c'est dû à la surcharge des parquets. Ce n'est pas excusable, hein, j'en suis d'accord, mais effectivement, ce que l'autorité judiciaire attend de vous, c'est que vous jouiez ce rôle de relais pour relayer vraiment votre connaissance, soit de la commission d'un crime ou un délit, soit de vos suspicions de la connaissance de la commission d'un crime ou d'un délit. Là où c'est très délicat, c'est que vous avez souvent des situations où tout est emmêlé. Vous voyez par exemple la situation numéro 2 de tout à l'heure. Vous avez une situation sociale gravement obérée, avec des pathologies. Mais jusqu'à là, j'ai envie de dire, ça ne relève pas de l'autorité judiciaire. Ça relève de l'accompagnement social, de l'accompagnement sanitaire. Mais vous avez aussi, quelquefois, mélangé à tout cela, une victime, la commission de crime ou délit. Et c'est très délicat pour les acteurs sociaux, pour les travailleurs sociaux, de démêler tout ça, parce qu'ils ne sont pas juristes, ils ne sont pas pénalistes, c'est très compliqué. Alors ils font des rapports où tout se mélange. Mais ce n'est pas grave, nous on est là pour faire le tri. À partir du moment, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez la connaissance ou la suspicion de commission de crime ou de délit, ça mérite signalement. Voilà. Alors, en opportunité... Donc, signalement auprès du parquet, procureur. du procureur. Auprès du procureur. Alors, sur la situation numéro 2, effectivement, il n'y a pas eu de signalement. Mais c'est normal, parce qu'on était dans quelqu'un qui était dans une grande précarité sociale, qui souffrait de différentes pathologies. Alors, effectivement, il y avait quelque part, noyé dans tout cela, la commission d'un délit, c'est-à-dire que ce monsieur, chez lui, il se pratiquait, il se passait du trafic de substances, de produits, de substitution à l'héroïne. Voilà. Alors, ça ne méritait pas forcément un signalement au parquet, ce qui n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être, quand je vous dis qu'il faut être stratège toujours,
ça aurait pu être un levier intéressant pour le parquet, dans l'intérêt même de cette personne. C'est-à-dire qu'on aurait pu lui imposer une obligation de soins par rapport à sa toxicomanie, dans le cadre d'une mesure judiciaire qui l'aurait obligé, sous peine de se retrouver incarcéré, ce qui l'aurait sevré de fait. Bon, on n'en est pas arrivé là. Non, mais c'est la réalité. Et vous savez que malheureusement... S'il vous plaît. Vous savez que malheureusement, quelquefois, on sauve des vies en incarcérant les personnes. Des alcooliques au dernier degré, des toxicos qui, au bout de 4 mois, quand on les revoit, on ne les reconnaît plus parce qu'ils ont repris 20 kilos. Donc, de temps en temps, malheureusement, c'est la dernière extrémité, mais de temps en temps, en opportunité, dans l'intérêt même des personnes, eh bien, c'est intéressant pour elles-mêmes qu'elles se retrouvent incarcérées. On n'en est pas arrivé là, dans cette situation, et c'est très bien qu'elle ait été parfaitement gérée par les travailleurs sociaux. Oui, enfin, là, moi, je suis à votre disposition pour toute question ensuite. Hein. Pas de souci. Ok, bon.